Nous continuons parce que le temps passe et nous allons terminer le début de l'après-midi avec la présentation de Morgane Delbar de Reims, qui va nous parler de la diminution de l'exposition aux radiations ionisantes au cours de l'ostéosynthèse mini-invasive par plaque antérieure des fractures du radius distal. Pratique naïve versus pratique délibérée. Morgane, vous avez la parole. Et simplement, vous mettez en grand format. Non, c'est Reims. Bonjour, vous m'entendez? Aussi, oui. Parfait. Alors, cher président de l'Académie, chers académiciens, déjà, merci de m'accueillir au sein de l'Académie de chirurgie et de me permettre de présenter mon travail de thèse que j'ai fait sous la direction du professeur Liverneau de Strasbourg, dans lequel nous comparons la pratique naïve et la pratique délibérée dans le cadre de la diminution de l'exposition aux radiations ionisantes au cours de l'ostéosynthèse en mini-invasif des fractures du radius distal. Alors, tout d'abord, les rayons X sont un problème de santé publique, comme on a pu le voir dans les précédentes présentations, notamment au bloc opératoire, que ce soit dans la chirurgie de la main ou dans la chirurgie vasculaire, urologique, ou encore les radios interventionnelles. Et c'est pourquoi des mesures de radioprotection ont donc été mises en place, que ce soit le laser, le tablier de plomb, etc. Mais les chirurgiens apprenants restent tout de même très exposés lors de leur apprentissage. Et c'est pourquoi l'objectif de cette étude, c'est de viser à diminuer l'exposition aux rayons X dans une population qui est particulièrement exposée, donc les chirurgiens apprenants, comme on a pu le voir dans les précédentes présentations, lors d'un modèle chirurgical qui est donc fréquent avec la fracture du radius, et ce, dans le cadre de nouvelles techniques d'apprentissage, la pratique délibérée. Donc, nous avons inclus 6 chirurgiens apprenants de niveau d'un chef de clinique lors de leurs 30 premières fractures du radius synthésé par plaque antérieure et ce, par un abord en mini-invasif. Et donc, on a pu analyser les vidéos péropératoires de leur chirurgie avec l'ensemble de leurs scopies réalisées en péropératoire, comme on peut le voir à gauche. Donc, chaque scopie a été analysée. On a analysé quand est-ce qu'ils mettaient la main dans le champ des rayons X, lorsqu'ils faisaient de mauvaises incidences, des doublons, quand on vise mal, donc avec un point rouge, avec un point orange, une mauvaise technique chirurgicale et encore avec un point vert, une bonne incidence. Et donc, comme on a pu le voir auparavant, l'apprentissage est quand même quelque chose d'important dans la chirurgie. Et donc, à l'heure actuelle, la stratégie d'apprentissage la plus développée, la plus appliquée reste la pratique naïve. Chaque apprenant va donc observer, mimer un chirurgien de niveau supérieur. Et nous, on a voulu donc montrer l'intérêt de la pratique délibérée. C'est une nouvelle technique d'apprentissage qui est connue depuis longtemps, comme on peut le voir en bas dans la vidéo, que ce soit en sport ou en musique, mais qui commence à émerger en chirurgie. Et donc, cette stratégie permet à l'apprenant de s'engager à suivre un exercice d'entraînement planifié et répété qui va être contrôlé par un individu spécialiste, expert dans, par exemple, la technique chirurgicale, et le tout dans une logique d'amélioration avec un objectif qu'il va définir dès le départ initialement. Et donc, appliqué à notre pratique ici, la première étape, c'est d'établir un objectif, ici de diminuer l'exposition aux rayons X. L'étape 2, de stimuler la motivation de l'apprenant en lui faisant prendre conscience qu'il a une exposition radiologique bien trop importante. Étape 3, d'analyser les résultats d'exposition aux rayons X avec différents critères que je vais vous présenter après. Étape 4, de lui expliquer des pistes d'amélioration en analysant toutes ces scopies et les vidéos péropératoires. Et enfin, étape 5, de répéter cela plusieurs fois pour qu'il puisse bien l'appliquer et évoluer, c'est-à-dire ici 30 fois. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le diaporama, on a le groupe 1 qui correspond à la pratique naïve avec nos 3 chirurgiens qui vont appliquer la chirurgie et leur apprentissage avec un compagnonnage, une simple expérience, pas d'appui particulier par un expert qui va analyser chaque étape de leur apprentissage. Et le groupe 2 à droite qui correspond à 3 chirurgiens qui vont appliquer la chirurgie avec un apprentissage selon la pratique délibérée et qui vont donc bénéficier d'une quinzaine de séances de manière hebdomadaire, surveillées par un expert. Et à chaque séance, on va pouvoir analyser la vidéo péropératoire et les scopies associées.
afin de pouvoir évaluer leur technique chirurgicale et de leur donner des pistes d'amélioration. Et pour pouvoir analyser leur exposition radiologique, on a utilisé pour ces deux groupes 4 critères. Le nombre de fois où ils vont exposer les mains dans le champ, le nombre d'incidences scopiques lors d'une chirurgie à chaque fois, la dose en milligrés et la durée en secondes. Donc, nos premiers résultats sur le nombre de mains dans le champ des rayons X avec la pratique naïve à gauche, donc le groupe 1 et le groupe 2 à droite. On peut analyser en bas ce qui correspond en ordonnée à chaque chirurgie effectuée par chaque chirurgien et en abscisse, donc le nombre de fois où les mains sont exposées. Et grâce à ces graphiques, on peut d'ores et déjà voir qu'il existe une nette différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de décroissance pour la pratique naïve alors qu'il existe une décroissance pour la pratique délibérée, et ce, dès le 11e patient. On a voulu confirmer ça par une évaluation statistique où on a évalué l'interaction entre l'effet groupe, donc groupe 1 versus groupe 2, et en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction des 30 chirurgies qui vont se dérouler. Et donc, on a pu confirmer que notre hypothèse était validée puisque le risque relatif était de 0,93 en faveur du groupe 2, avec un intervalle de confiance qui ne comprend pas 1 et donc qui valide cette hypothèse, et ce, avec une différence significative puisque la p-value est inférieure à 0,05. Ensuite, on a analysé le nombre d'incidences fluoroscopiques. Là encore, les graphiques sont très représentatifs où on voit nettement cette décroissance dans le groupe 2 alors qu'il n'existe pas de réelle décroissance dans le groupe 1. Encore une fois, on a évalué l'interaction effet groupe 1 versus groupe 2 et l'effet temps. Et de la même façon, on retrouve un risque relatif à 0,95, avec une différence qui est significative, puisque là encore, on retrouve une p-value inférieure à 0,01. Pour rappel, il faut qu'elle soit inférieure à 0,05 pour être significative. Ensuite, on analyse la dose d'exposition qui est en milligray, qui est donnée par le fluoroscope à chaque fin de chirurgie. Et là, à nouveau, on constate effectivement cette décroissance dans le groupe 2 et de façon plus pertinente dès le 11e patient, alors que ça reste assez stable pour le groupe 1. On analyse encore une fois de manière statistique pour en être sûr et pas seulement se fier aux graphiques. Et encore une fois, on retrouve un risque relatif de 0,94 avec une différence qui est encore plus significative, puisque là, on retrouve une p-value qui est inférieure à 0,001. Enfin, on a voulu analyser la durée d'exposition, savoir s'il faisait des scopies prolongées, des vidéos, etc. Et encore une fois, les graphiques sont effectivement très représentatifs, même plus qu'avant, avec cette nette décroissance ici qui est bien plus nette à partir du 12e patient et qui devient quasiment infime à la fin, contrairement au premier groupe qui reste assez statique quant à ses résultats. Là, encore une fois, on a un risque relatif qui est de 0,94 avec toujours cet intervalle de confiance qui est fiable, et cette différence significative puisqu'on retrouve cette fois-ci une p-value à 0,0005. Et donc, pris dans l'ensemble, nos résultats indiquent quand même qu'il existe une interaction forte entre le temps, c'est-à-dire les chirurgies qui défilent, c'est-à-dire nos 30 fractures du poignet pour chacun des chirurgiens, et l'effet groupe. Donc, les chirurgiens qui apprennent avec la pratique délibérée améliorent leur score à mesure qu'ils opèrent, et ce, dès le 11e patient, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, du moins avec notre étude, avec la pratique naïve, ou du moins de manière plus progressive, puisqu'on ne l'atteint pas au 30e patient. Au total, notre hypothèse est validée, c'est-à-dire que nous avons montré l'intérêt de la pratique délibérée dans la gestion du risque d'exposition aux rayons X au bloc opératoire, qui reste quand même d'une importance majeure au niveau de la santé publique, au moins pour le chirurgien. En effet, notre étude montre que le risque d'exposition aux rayons X des chirurgiens apprenants va diminuer plus vite avec un apprentissage par la pratique délibérée qu'avec une pratique naïve. Il semble donc que l'utilisation de la pratique délibérée dans l'enseignement du chirurgien apprenant, ici du chef de clinique, que ce soit en médecine et plus particulièrement dans notre intérêt ici en chirurgie, devrait être généralisée afin de raccourcir cette durée d'apprentissage, ici on y arrive au 11e patient, et probablement d'augmenter le niveau de compétence à la fin de cet apprentissage, et ce pour de nombreuses techniques chirurgicales et non pas seulement pour la chirurgie de la main. Cette présentation est en cours de publication dans Hand Surgery and Rehabilitation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Morgane. Je n'ai pas de questions, mais je vais lancer la discussion avec une remarque.
Vous nous avez parlé de formation par la simulation, par les méthodes modernes d'apprentissage, qui sont une préparation au compagnonnage. C'est tout à fait l'état d'esprit de l'Académie actuellement dans son étude de la formation des chirurgiens sur le plan pratique. Cette préparation au compagnonnage, vous vous montrez très clairement qu'elle diminue les risques à la fois pour le chirurgien, bien sûr, là, avec l'irradiation, mais également pour le patient. Merci beaucoup. Des questions? Oui. Non, je vais faire le même commentaire. Je trouve que c'est très intéressant. C'est aborder le problème d'un point de vue un peu différent, mais à mon avis important aussi pour la santé du chirurgien. Et on voit bien à travers ces différentes interventions cet après-midi comment on commence à se focaliser sur ces problèmes de simulation, d'étude des risques, de prévention. Et je trouve que c'est une très belle après-midi consacré à ce sujet. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous. Je peux vous poser une question complémentaire qui va un peu dans le même sens, mais dans quelle mesure vous pouvez envisager une forme de normatisation de ces cursus préparatoires, pour sortir de l'aspect naïf à un aspect vraiment délibéré, structuré? Peut-être, ça dépend peut-être de la difficulté de la procédure, de l'expérience initiale, y en a-t-il une ou pas, etc. Du compagnonnage qui va être assuré. Il y a beaucoup de facteurs. Oui, il y a beaucoup de facteurs, effectivement. Alors là, on avait l'avantage à Strasbourg que chaque chirurgie était filmée de base. C'est vrai que le professeur Liberno filme chaque chirurgie comme on le fait de manière chronique et systématique, par exemple en Chine. Là, il a développé ça pour pouvoir analyser chaque étape et l'utiliser même dans l'apprentissage des chirurgiens autour de lui ou même pour faire des présentations. Et c'est vrai que là, on a pu vraiment l'appliquer pour la présentation du chirurgien. Je pense que vraiment pouvoir filmer chaque chirurgie peut avoir son intérêt et facilement applicable dans chaque CHU, puisqu'au final, c'est un film qui est accroché au cialytique et qui est enregistré dans un système clos au CHU et qui est facilement même visualisable par le chirurgien seul pour voir si, par exemple, il a incisé trop grand, trop petit, s'il a réutilisé plusieurs fois le même matériel. Je pense que ça, c'est facilement applicable. Après, il y a effectivement un investissement d'un expert. Dans ce cas-là, c'était le professeur, mais qui, au final, ne prend pas tant de temps que ça, puisqu'on analyse chaque semaine qu'une chirurgie d'un des apprenants et qui n'a pris à chaque fois qu'une demi-heure, ce qui n'est pas en soi très important et je pense quand même très facilement applicable. Est-ce que au total, vous avez un programme sur combien de semaines, combien d'interventions sont-elles programmées pour ce type d'apprentissage? Quelle est la typologie qui a été choisie? Là, c'était sur 5 mois. Chaque chirurgien devait réaliser 30 fractures du poignet, ce qui est très facilement réalisable dans un SOS main, puisque, comme on a pu le voir dans la présentation d'avant, c'est quand même une fracture qui est la plus fréquente au niveau du membre supérieur, donc très facilement applicable. Et les fractures du radius étaient données à chaque chirurgien de manière aléatoire et j'ai même pu analyser si les deux groupes étaient comparables. Ils étaient totalement comparables. Donc, c'était vraiment leurs 30 premières chirurgies en mini-invasif. Donc, c'était vraiment l'apprentissage dès le départ. Ils avaient l'habitude de faire des fractures du radius, mais pas en mini-invasif. Donc, c'était vraiment l'apprentissage du départ de cette technique qui est appliquée à Strasbourg. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez fait de très bonnes présentations passionnantes, toutes centrées sur la formation du jeune chirurgien et sur l'évolution des conditions d'exercice. Merci à tous. Merci à vous.